Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Alors oui, il n'y a pas de face caméra aujourd'hui car le studio est toujours en train d'être préparé. Ne vous attendez pas non plus à un truc incroyable, c'est juste qu'on fait tout nous-mêmes, du sol au plafond, et donc ça prend un peu de temps. Allez, on va commencer cet épisode avec une question sur une configuration orbitale un peu particulière. Peux-tu nous parler de la planète PDS-70b et de la potentielle découverte d'une autre planète sur la même orbite ? Bonjour, tu connais pas. Quand on regarde le système solaire, on remarque que chaque objet qui tourne autour du Soleil a sa propre orbite. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Jupiter, par exemple, possède des populations d'astéroïdes troyens qui partagent la même orbite qu'elle, mais gravitent devant ou derrière la planète géante, au niveau de ses points de Lagrange L4 et L5. Dans une configuration différente, autour de Saturne, les lunes Epiméthéeus et Janus partagent une orbite qualifiée de fer à cheval. Elles se frôlent et échangent leurs orbites régulièrement dans un balai finement réglé. Si une planète peut partager son orbite avec des astéroïdes, ou que deux lunes peuvent en faire de même, on peut imaginer qu'il est possible que deux planètes partagent elles aussi une même orbite. Ce n'est théoriquement pas impossible, mais très improbable. Pour qu'un tel scénario se produise, il faut avoir beaucoup de chance. Des planètes troyennes ou co-orbitales peuvent éventuellement se former au tout début de l'histoire d'un système planétaire. Rien n'interdit en théorie des objets de masse planétaire de se former à partir de la matière accumulée au niveau du L4 ou du L5 d'une planète géante. On pourrait ainsi imaginer un système planétaire où une planète de la taille de Mercure gravite 60 degrés devant ou derrière une planète de la taille de Jupiter. Avec le système PDS-70, il semble même qu'il n'y ait plus besoin de faire appel à l'imagination. PDS-70 est une très jeune étoile, un peu moins massive que le Soleil et située à 370 années-lumière de nous. Elle possède un magnifique disque protoplanétaire. Ce disque de poussière et de gaz constitue la matière première qui va former ces planètes. Au milieu de toute cette poussière, on lui a découvert deux exoplanètes déjà formées, des Jupiter chauds qui ont pris le nom de PDS-70b et C. Des observations réalisées à l'aide du réseau de radiotélescopes ALMA ont permis à une équipe d'apercevoir un nuage concentré de matière au niveau du point de Lagrange L5 de PDS-70b. C'est exactement l'endroit où on pourrait s'attendre à voir des planètes troyennes se former, et c'est ce qui semble se passer ici. Le fait que cela arrive dans un système planétaire très jeune est en revanche peut-être le signe que cette configuration ne va pas durer. Les planètes troyennes ont été prédites depuis des décennies, et bien souvent, les modèles qui les accompagnent prédisent la destruction ou l'expulsion de ces objets en quelques millions d'années seulement. Certains astrophysiciens pensent ainsi que c'est ce qui a dû arriver à la Terre et à Theia. Lorsque notre planète était toute jeune, elle a pu évoluer sur une orbite similaire à celle d'une autre planète, de la masse de Mars environ, Theia. Les deux corps auraient fini par entrer en collision. De cet événement serait né le couple Terre-Lune. C'est peut-être aussi une collision de ce type qui a fait basculer l'axe de rotation d'Uranus. Il est ainsi possible que le système solaire ait connu des planètes troyennes, mais que celle-ci n'ait pas survécu jusqu'à notre époque. C'est donc aussi ce qui pourrait arriver à PDS-70b. Des astronomes scrutant notre coin de la Voie lactée dans 1 milliard d'années s'apercevront peut-être que le système ne possède plus qu'une seule planète au niveau de cette orbite. Il est cependant également possible que certaines configurations plus rares soient stables dans le temps, comme les deux lunes de Saturne que nous avons évoquées plus tôt. Aucun exemple de ce type n'a été observé en dehors du système solaire pour le moment. De manière encore plus improbable, il pourrait également être possible que plus de deux planètes partagent la même orbite. Une étude publiée en 2010 place même la barre à 42 planètes, pour des planètes de taille terrestre gravitant à une unité astronomique du Soleil. Pour qu'une telle configuration puisse se produire, il faudrait cependant que toutes les planètes fassent exactement la même taille et qu'elles se soient formées exactement au même moment. Hautement improbable, sauf peut-être dans le cas d'un système artificiel, mis en place par une civilisation capable de maîtriser une énergie démesurée. Des cas vraiment exceptionnels avec 3 planètes sont peut-être naturellement possibles, mais cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. On peut déjà continuer à observer PDS-70b pour s'assurer qu'on a bel et bien trouvé les premières planètes co-orbitales.
La deuxième question va porter sur ce fameux bouclier gonflable. Quel est l'intérêt d'avoir un bouclier thermique gonflable? Est-il vraiment efficace lors de la rentrée atmosphérique? Bonjour Serge, revenir sur Terre depuis l'orbite est très difficile justement car il faut traverser l'atmosphère à grande vitesse. Encore aujourd'hui, bien peu de nations sont capables de faire revenir intact sur Terre un objet qui a voyagé en orbite ou au-delà. L'entrée à grande vitesse dans l'atmosphère de la Terre produit des échauffements très importants dus à la compression de l'air se trouvant devant les vaisseaux. Pour survivre à une rentrée, il faut donc se protéger contre ces grandes chaleurs. C'est pourquoi les vaisseaux destinés à revenir sur Terre ont une forme très optimisée et surtout un bouclier thermique. Ces derniers peuvent être ablatifs, à tuiles, jetables ou réutilisables. Ils constituent un poids mort conséquent pour les vaisseaux. Les agences spatiales cherchaient donc à les optimiser depuis bien des décennies. Le bouclier thermique gonflable représente une piste de recherche plutôt intéressante. Jusqu'il y a peu, c'était de la pure théorie, mais l'année dernière, la NASA et ULA ont lancé un prototype dénommé Lofted. Il a été propulsé en orbite par une fusée Atlas V avant de revenir dans l'atmosphère. Il était constitué de 7 boudins thoriques recouverts sur une face d'une couche de carbure de silicium. L'ensemble faisait 6 mètres de diamètre et a parfaitement rempli sa fonction. On peut donc dire aujourd'hui que le concept est prouvé, et donc que la démarche de RFA a du sens pour son vaisseau Argo. Pour la NASA, le principal avantage des boucliers gonflables est l'exploration interplanétaire, et notamment celle de Mars. À masse égale, un bouclier thermique gonflable est plus grand qu'un bouclier classique. Il crée donc une traînée plus grande dans l'atmosphère et permet ainsi de freiner mieux dès les couches les plus hautes de celle-ci. Par ailleurs, vu qu'il est gonflable, on peut le faire tenir sous la coiffe d'une fusée avec un diamètre limité. Les 6 mètres de Lofted n'auraient pas tenu sous la coiffe d'une Atlas V si cela avait été un bouclier rigide. On peut ainsi imaginer des boucliers de 8, 10 ou même 20 mètres de diamètre, sans limite associée à une fusée aussi grosse soit-elle. En contrepartie, cela permet d'envisager de poser des charges lourdes sur Mars, de plusieurs dizaines de tonnes, ce qui est beaucoup plus difficile avec un bouclier thermique classique. Du côté de RFA, ce choix est peut-être fait pour optimiser la masse embarquée, ou pour permettre la compatibilité avec un plus grand nombre de lanceurs. On va attendre une communication un peu plus détaillée de la part de l'entreprise pour se faire une idée. Il faudra également se poser la question de savoir si RFA a les capacités techniques pour mettre au point un tel système. La technologie a été prouvée très récemment, et au sein de la NASA, cela fait des décennies que des équipes travaillent par intermittence sur cette solution. Des prototypes ont été testés sur des fusées sondes depuis les années 2000, et les bureaux d'études travaillent sur des concepts depuis les années 70. En dehors de RFA, on va également attendre de voir ce que la NASA fait du concept qu'elle a maintenant prouvé. Les boucliers thermiques ne sont utiles que pour l'exploration d'astres possédant une atmosphère, ce qui réduit le nombre de cibles où ils pourraient être pertinents. En plus de Mars, on pense éventuellement à Vénus ou Titan, mais ces deux destinations n'ont pas forcément vocation à accueillir des missions massives. C'est donc avant tout la planète rouge qui devrait bénéficier de cette nouvelle solution. Avec un possible bouclier thermique géant, l'agence spatiale américaine peut commencer à imaginer une architecture reposant sur un vaisseau de 20 à 40 tonnes, ou même plusieurs. Évidemment, c'est à mettre en parallèle du Starship qui a des capacités bien plus importantes, mais des besoins également plus importants. Le vaisseau de SpaceX, lors de sa première tentative orbitale, a par ailleurs illustré un des dangers des tuiles thermiques. Il en a en effet perdu quelques-unes. Cela aurait pu le mettre gravement en danger pour un atterrissage sur Mars ou un retour sur Terre. Avec un bouclier thermique gonflable, il y a également l'avantage de pouvoir se reposer sur une structure beaucoup moins complexe, simple à inspecter et potentiellement simple à réparer en cas de problème. Il ne serait donc pas étonnant que l'agence spatiale américaine continue de développer son concept, et le teste peut-être avec une mission martienne dans les années qui viennent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère personnellement pouvoir vous révéler le décor dans 2 semaines. Bref, nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.